Non. Oui. Non. 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 Oui. Non. 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 Oui. Non. 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 Oui. Non. 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 Voilà, nous sommes en direct de la ville de Nouméa pour le dépouillement. Nous vous donnerons tout au long des prochaines minutes, de la prochaine demi-heure, les résultats commune par commune en direct sur Calédonia. Une information qui vient de nous être parvenue, qui vient de nous arriver, qui vient de nous être transférée. On va regarder les images des électeurs qui étaient à l'extérieur de l'école Talent. Voilà, l'école Talent de Caméré. Toutes ces personnes que vous voyez ici à l'image ont pu voter, on vous en parlait tout à l'heure, ont pu voter et sont actuellement en train de voter. Les personnes qui sont arrivées après 18 heures n'ont pas pu intégrer le bureau de vote pour pouvoir accomplir ce rôle de citoyen. Donc toutes ces personnes-là que vous voyez l'image sont à l'intérieur du bureau de vote pour pouvoir glisser l'urne, glisser le bulletin plutôt dans l'urne, c'est plus pratique. Et donc les bureaux de vote, il y a des bureaux de vote qui ont procédé à des prolongations justement pour permettre aux personnes qui sont arrivées avant 18 heures de pouvoir voter à cause des files d'attente. Donc, ces personnes-là bénéficient d'un temps de prolongation. Nous sommes toujours avec notre invité Edouard Wamaï qui doit prendre l'avion
ce soir en direction de la France avec des élèves de Djoulou et de Nathalo, et de Hunatin plutôt, pardon. Donc des élèves de l'IFU pour la présentation d'une exposition des tirailleurs kanak et qui vont défiler également le 11 novembre prochain à Paris. Juste une réaction, on vient de voir le dépouillement. Le résultat que vous espérez, même si on le connaît déjà, à écouter vos chansons. Ouais, ben, je pense que ça va être plus de la couleur du drapeau de droite là, qui est affiché là derrière. Je ne sais pas s'il revoit. Le drapeau de droite pour l'écran ou pour nous? En face, j'espère. Donc, Edou espère que le oui l'emporte. Edou, dans quelques minutes, dans quelques heures plutôt, c'est direction Paris. Rapidement, qu'est-ce que vous allez y faire? En fait, on part avec un projet d'école, en fait, de la classe de Hunata et de Djoulou. On a fait pendant 3 ans une exposition sur les tirailleurs kanaks, en fait, qui sont partis dans la Grande Guerre. C'était en 14-18. Donc là, maintenant, on est en 2018, donc on est en plein centenaire. Donc en fait, on clôturait en fait ce projet d'expo avec un voyage avec les enfants sur les sentiers justement de nos vieux tirailleurs qui sont partis à Marseille, vers le port là où ils sont arrivés, et leur station balnéaire à laquelle ils ont stationné vers Saint-Albert, et ensuite monter avec justement par Fréjus et monter jusqu'à Vélé-Comont là où ils ont brillé un petit peu dans les combats qu'ils ont pu faire. Et puis voilà, c'est une ferme qu'ils ont sauvée, et aller jusqu'à Verdun et aller à Paris. Donc on accompagne un peu les enfants un peu sur le projet en fait qu'ils ont mené pendant 3 ans à travailler, à faire un truc de mémoire un peu pour, comme disait un peu les instituts, éviter à ce que les vieux meurent une deuxième fois, parce que l'oubli c'est quelque chose d'effroyable. Donc du coup, à travers cette centenaire-là, on repart un peu sur les sentiers de nos vieux tirailleurs kanak pour justement commémorer. Et en même temps, amener les enfants un peu comment on appelle, à faire le pas, parce que derrière, il y a les parents. Comme moi, par exemple, qui a oublié hier que j'avais un grand-père, des grands-pères qui ont été à la Grande Guerre. Et puis là, on est en plein centenaire. Donc on accompagne les enfants sur ce projet pour un vrai devoir de mémoire. Hein. Merci beaucoup, Edou, pardon. Eddy, c'est pareil. Eddy, c'est pareil. On a rebaptisé Edouard Wamaï ce soir sur Calédonien. Merci, bon vol et bon courage. Merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous ce soir. Edou qui est arrivé aujourd'hui depuis l'IFU et qui s'envole ce soir pour Paris, la France. Direction Ouégoua, apparemment, il y aurait un souci de comptage. Nous allons confirmer l'information avec notre journaliste décentralisé, délocalisé à Ouégoua, Prosper Poigou. Est-ce que Prosper est avec nous? Apparemment, il y a un souci de comptage, Prosper. Comment ça se passe? On veut savoir un peu plus. Oui, c'est ça, Jamie. Ce soir, à Ouégoua, on est au bureau de vote. Ils sont obligés de recompter les bulletins de vote car il manquerait un bulletin de vote. Il y a 684 signatures, mais il n'en retrouve que 683 bulletins. Donc là, pour l'instant, le temps qu'on attend que ça soit résolu, on attend les... on me dit que ça y est, ça a été résolu, le problème a été résolu. Et là, on attend les réponses des bulletins des tribus de Kiari, Pembois et Bondé afin de faire le comptage final. Et il sera acheminé d'ici quelques minutes. Et voilà, le résultat sera annoncé et sera diffusé sur ce tableau que vous voyez là sur votre droite. Merci beaucoup, Prosper. Merci, Antoine. À l'image, nous reviendrons vers vous plus tard pour obtenir le résultat de ce dépouillement. Il y a eu un recomptage du côté de Ouégoua, même situation du côté de Pointe-Dimier. Apparemment, il y aurait plus de signatures que de bulletins. Nous allons confirmer l'information avec Anissa. On verra ça plus tard. Je propose que l'on retrouve Falay et ses invités sur le plateau. Merci Jamie. Alors nous avons 2 invités qui nous ont rejoints. Françoise Caillard, bonsoir. Vous avez 62 ans, vous êtes une militante féministe de premier plan, présidente de l'Union des femmes citoyennes de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes également membre du collectif Femmes en colère et coordinatrice pour la région Pacifique de la marche mondiale, c'est un peu lent, des femmes contre la pauvreté et les violences faites aux femmes. Cette journée, comment vous l'avez vécue? Bien, je crois fière d'être citoyenne, déjà, d'aller voter. Je pense que pour moi, cette journée, c'est une journée pleine d'émotions.
Moi qui suis militante depuis les foulards rouges, ça va faire 50 ans l'année prochaine. Et je suis émue, d'ailleurs je voudrais avoir une petite pensée pour le grand chef Nestlin qui a fait le réveil kanak à ce moment-là, en 69, 68 puis 69. Donc vraiment pour moi aujourd'hui c'était une journée forte en émotion. Voilà. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure le taux de participation à 17%, une forte mobilisation. Est-ce que ça vous étonne ? Eh bien oui, non, mais ça prouve que la citoyenneté, elle est en mouvement. C'est très bien pour un pays comme le nôtre qui veut donc, qui aspire à évoluer vers une nation. Donc je pense que oui, c'est bien que ce soit d'un côté ou de l'autre, quel que soit le parti politique. C'est très très important que les citoyens se mobilisent. C'est ça aussi la démocratie que l'on veut pour notre pays. On a en direct de Pointe-Limiers le dépouillement avec Paul Léotine, le maire. Ah, il vient de sortir un bulletin nul avec oui et non. Daniel Oshida, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 73 ans, vous êtes président du MEDEF. 60 ans 73 ans, j'ai compris. 63 ans, pardon. Excusez-moi, je vous ai donné 10 ans de plus. Merci. Ça n'arrivera plus. Je ne suis pas pressé. Alors, vous êtes président du MEDEF depuis le mois de mars, après avoir été coprésident pendant 8 ans, docteur et ingénieur en génie civil, et vous êtes à la tête de OCR, une entreprise que vous avez créée en 2005. La même question. En 1998. En 1998, d'accord. Je note pour la prochaine fois. Pour réviser les fiches. Voilà, je vais réviser mes fiches. La même question par rapport à cette journée. Mais écoutez, en tant que citoyen, c'est un moment qu'on attendait tous, évidemment. C'est l'aboutissement des accords de Nouméa, et donc on attendait ce référendum en tant que citoyen. Puis, alors, en tant que chef d'entreprise et représentant de la société civile, d'ailleurs, je remercie Calédonia d'inviter la société civile. C'est pas assez courant. Je pense que la société civile doit s'exprimer, et les entreprises et les salariés doivent s'exprimer lors de des moments politiques importants. Et en tant que chef d'entreprise, je dirais soulagé, parce que j'espère que ce moment passera, qu'on en tirera les conclusions, et que surtout, on aura l'occasion d'aborder, on essaiera de s'attaquer au plan économique qui nous inquiète beaucoup, les entreprises. Et une fois ce moment passé, on est soulagé, car j'espère qu'on pourra enfin travailler à la relance économique de ce pays. Justement, le référendum passé, ça va plus cristalliser, en fait. On parlait de cristallisation de l'économie. Moi, je n'emploie pas ces termes. Je profite simplement de la présence de M. Mesdorf ici, donc jeune politique en pleine ascension, n'est-ce pas, pour lui dire que demain, le fameux jour d'après, non seulement il faudra s'occuper de la solution politique, on en convient, mais il faudra surtout s'occuper de la question économique, car le territoire aujourd'hui, hors secteur nickel, est en récession. On n'a pas un ralentissement de l'économie, on a une récession de l'économie. Donc il faut absolument relancer la machine, faute de quoi on pourrait aboutir à une crise sociale grave. Nos salariés sont très remontés, parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont sinistrés. Et le message que je veux adresser aux politiques, c'est bien sûr, il faut s'occuper de l'avenir institutionnel du pays. Bien sûr, il faut se mettre autour d'une table pour la question politique, mais il faudra aussi se pencher sur la question économique. Il en va de la paix sociale dans le pays. Nicolas Metzor, je vous laisse répondre. Oui. Je vais prendre la partie où je suis d'accord avec Daniel Oshida. C'est le fait de se pencher, après les référendums, sur les problématiques plus classiques qu'un pays a à gérer. Je parle du développement économique, du modèle social ou encore de la protection de l'environnement. C'est vrai que les grands hommes politiques ces dernières années se sont beaucoup occupés de l'avenir institutionnel. Et c'est normal, parce que quand on a en jeu l'indépendance d'un pays, il faut pouvoir traiter cette question-là. Mais on a pris des responsabilités entre-temps, on a transféré des compétences. La Nouvelle-Calédonie est quasiment indépendante aujourd'hui. Il ne manque plus que les compétences régaliennes à transférer. C'est la question qu'on a posée aujourd'hui aux Calédoniens. Mais on est compétent en matière d'environnement, de développement économique, de modèle social, de santé. Et donc, effectivement, on a un pays à gérer. Et donc, c'est vrai que si on repart
après ce référendum tout de suite sur encore des questions institutionnelles, on risque de mettre le pays dans une situation délicate et difficile parce que derrière, il faut bien faire vivre les hommes et les femmes de ce pays, il faut bien leur donner un logement, il faut bien s'occuper de leurs enfants, de leur fournir une éducation de qualité. Et donc on doit se pencher aussi sur ces sujets et ne pas revenir de manière récurrente ou trop rapprochée sur la question institutionnelle. Françoise Caillard, on va peut-être aller, nous, vers le vote des femmes. Elles se sont aussi mobilisées durant cette campagne. Oui, justement, c'est bien que vous posiez cette question parce que ça serait intéressant justement qu'on puisse apprécier le vote des femmes. Pour le moment, il n'y a pas de comptage genre, je dirais, homme-femme. Mais ça serait intéressant d'avoir finalement la participation, le nombre de femmes qui participent à ces élections parce qu'en politique, je veux dire, dans la gestion politique, s'il n'y a pas eu la parité, effectivement, les femmes, elles sont absentes de la gestion politique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant dans le sens où il ne faut pas juste utiliser les femmes pour une élection ou une autre. Il faut que les femmes soient véritablement des actrices dans la gestion politique et il faut aussi qu'elles soient dans les partis politiques. Pour le moment, que ce soit de la droite ou FLNKS, c'est plutôt les hommes qui donc gèrent ces partis. Les femmes sont quasiment absentes. Et donc, il est important que les femmes, de plus en plus, occupent ces fonctions-là parce qu'on se rend compte que les programmes politiques des partis d'un côté comme de l'autre, bien sûr qu'on parle de la condition féminine, mais ce n'est pas suffisamment développé. Il n'y a pas suffisamment de prise en compte de la condition féminine en tant que, justement, que genre, et surtout sur les problématiques qui sont liées au quotidien des femmes, comme les violences qui sont faites aux femmes, comme le statut de droit coutumier qui regarde justement les femmes kanak, qui n'est pas encore, je veux dire, clarifié au niveau du droit. Donc il y a de gros problèmes de la vie quotidienne des femmes qui n'est pas en ce moment débattu au niveau des institutions politiques. Donc nous attendons avec impatience que le Congrès nous a promis un plan pays qui va certainement être dévoilé le 25 novembre prochain, enfin le 23 novembre peut-être parce que 25 c'est un dimanche. Nous espérons que oui, qu'il y aurait des choses concrètes qui soient développées à ce moment-là, justement pour améliorer la vie des femmes. On suppose, je disais tout à l'heure que j'ai voté à Saint-Quentin et j'ai fait un peu le tour et j'ai vu beaucoup de jeunes que je ne voyais pas forcément au bureau de vote les dernières élections. Les femmes, elles ont peut-être une approche différente peut-être avec ces jeunes qui a peut-être... Mais les femmes et les jeunes sont les grands oubliés de l'accord de Nouméa, hein, il faut le dire ça. L'accord de Nouméa, on va parler des jeunesses tout le temps, de la jeunesse en délinquance, de la jeunesse. Mais en réalité, quand on regarde bien, aussi bien les femmes que les jeunes, la politique, entre guillemets, politicienne, n'accorde pas assez de place pour les jeunes. Donc moi, je garde espoir que ce vote de référendum, c'est un premier jet, je dirais, du référendum, et que les esprits vont se préparer, et que les jeunes vont s'organiser, et que les femmes aussi, de leur côté, s'organisent pour le prochain référendum dans 2 ans. Et que c'est important, cette date d'aujourd'hui, par exemple, puisqu'il y a une forte mobilisation et qu'il y aura certainement pour moi un processus justement où les jeunes vont prendre leur place, quoi qu'il arrive. Il faut qu'ils s'organisent de toute façon, parce que les vieux pardon d'utiliser ce terme, mais les hommes actuels ne laisseront pas leur place. Parce que les femmes déjà elles-mêmes, elles ont des difficultés à aller vers justement ces espaces-là, parce que c'est très machiste, pour utiliser les termes que nous utilisons assez souvent. Et bien les jeunes, c'est pareil, il faut qu'ils s'organisent. Nous, les femmes, on est obligés de descendre dans la rue pour se faire entendre. Bien, les jeunes, il faut qu'ils fassent pareil aussi. Françoise Caillard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct à l'UNC. Alors, la campagne, la journée s'est relativement passée, c'est bien passé.
à part peut-être un petit incident tout à l'heure, on l'avait dit à Ouégoua, et qui a été très vite à Arama, pardon, qui a été très vite réglé. Le chiffre aussi à 17 heures, le taux de participation à 73,68%. Je rappelle, qui est vraiment exceptionnel. En 2009, on avait un taux à 58,19%. Oui, c'est bien ça. Il faut revenir sur cette mobilisation qui est importante, effectivement, mais qui a touché un peu toutes les sphères de la société. Madame Caillard parlait des femmes et des jeunes. C'est vrai qu'ils se sont énormément mobilisés. Mais je pense qu'au-delà du fait que les jeunes doivent et les femmes doivent prendre un peu plus de place en politique. Je pense que comme ce qui a été fait pour les femmes avec la loi sur la parité dans les institutions, sur les listes pour les provinciales, un homme, une femme, je crois qu'il faudrait éventuellement faire la même chose aussi pour les jeunes, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait en tout cas des mesures proactives des différents partis politiques pour qu'ils aillent chercher les jeunes. Les jeunes, je pense qu'ils veulent participer en politique, comme Nicolas Metzdorf l'illustre. Mais globalement, oui, je pense qu'il y a un vrai besoin dans cette société politique calédonienne qui, malgré certains exemples, est quand même assez conservatrice. Je pense que la moyenne d'âge du Congrès ou de la province sud ou d'autres institutions en atteste. Je crois qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de faire peut-être un peu plus confiance aux jeunes et aux femmes. Effectivement, c'est vrai que cette question de la place de la femme dans la société politique, elle est aussi importante. Donc, au-delà du résultat du référendum, c'est comment faire mobiliser davantage ces femmes, comment faire qu'elles soient plus présentes dans la vie politique et également, même question pour les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les intéresser plus et pour les faire participer un peu plus aux différentes institutions de notre pays. Voilà en gros le chantier, en tout cas en particulier sur les jeunes et sur les femmes, qui nous reste à accomplir au lendemain de ce référendum. Peut-être une réaction, Nicolas Metzdorf. Vous êtes le plus jeune. Moi, je suis bien placé pour parler. Vous voyez, à Calédonie Ensemble, on est un exemple. Moi, j'ai 30 ans et je suis membre du gouvernement. On a les 3 plus jeunes élus du Congrès à Calédonie Ensemble. Nina Julier, qui a 35 ans, Sotita Lagadec, qui a 31 ans, et donc moi, Nicolas Metzdorf, qui a 30 ans. On a mis Marie-Noëlle Temmereau, présidente du gouvernement pendant 3 ans, qui a beaucoup œuvré pour limiter les inégalités sociales en Nouvelle-Calédonie. Donc, est-ce qu'on doit faire plus au niveau des jeunes ? Je ne sais pas, parce que vous savez, je dis toujours une chose, c'est qu'une jeunesse qui est insouciante, c'est une jeunesse qui va bien. Quand la jeunesse de 18-25 ans commence à s'intéresser à des problèmes politiques et fait du militantisme, c'est que le pays ne va pas bien. Parce que de 18 à 25 ans, on a autre chose à faire que de s'occuper des affaires politiques. Et ça vient après, vous voyez. Je suppose que dans les années 80, à l'époque d'Élie Poigoun, la jeunesse était très combative, mais parce que la Nouvelle-Calédonie était dans une situation inégalitaire absolue, totale. Aujourd'hui, le pays va mieux. On a fait beaucoup de choses en 30 ans. On a rééquilibré, on a donné du pouvoir aux indépendantistes. Le pays s'est développé économiquement, même s'il reste encore des choses à faire. Et donc, on a une jeunesse qui profite de la vie en Nouvelle-Calédonie. Et c'est une bonne chose. Viendra le temps des responsabilités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre en politique, mais laissons la jeunesse être jeune. Je vous ai vu réagir, Pierre-Christophe Pintz. Je ne suis pas complètement d'accord. Je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être des efforts à faire pour qu'il y ait peut-être, en tout cas, une meilleure coïncidence entre le fait que la société calédonienne qui a moins de 35 ans est majoritaire en Nouvelle-Calédonie, ce qui est quand même un fait important, et les élus qui sont un petit peu vieillissants pour la plupart. Mais ce n'est pas illogique totalement, puisque l'accord de Nouméa, finalement, c'est quoi ? C'est aussi avoir des personnes qui transmettent la parole, ces signataires, avec tous ceux qui ont vécu tous ces processus politiques, dont c'est pas normal de les retrouver aujourd'hui, mais laissons peut-être un peu de place aux jeunes, même s'ils sont sereins pour le coup. Mais j'ai envie de dire que les jeunes aillent prendre la place aussi. Enfin, moi, on ne me l'a pas donné sur un quota. Il faut se battre, il faut travailler. Et donc, c'est le message que je donne aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que ça tombe de l'arbre non plus. Et il faut aller la chercher, cette place. Donc, voilà. Je vais présenter notre invité. Bonsoir, Chérifa Linossier. Vous avez 45 ans et vous êtes depuis 5 ans présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous siégez au Conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-Calédonie et vous êtes à la base une spécialiste en santé et sécurité au travail. C'est ça. Ma question, comme pour tous mes invités, comment vous l'avez vécu cette journée ? Alors c'est particulier parce qu'en fait je n'ai pas le droit de vote.
Donc, je suis sur le territoire depuis 15 ans, donc relativement engagée dans la vie sociétale. Donc, c'est un moment un peu historique, mais où je n'ai pas mon avis à donner, en fait, finalement. Ce qui a été un peu difficile, c'est de l'expliquer à mon fils, qui a 12 ans, qui est né en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. C'est de ne pas pouvoir se positionner sur des enjeux dans un pays où je me suis quand même relativement engagée. C'est un peu particulier, oui. Mais à l'inverse, mon fils en France, j'ai eu des difficultés aussi, parce que quand j'étais en métropole pendant 1 an, on m'a demandé si son extrait de naissance était traduit. Donc on a un réel problème quand même. C'est-à-dire que même en tant que Française et n'ayant pas le droit de vote en Nouvelle-Calédonie, en France, mon fils, on se demandait si son extrait d'acte de naissance, puisqu'il est né en Nouvelle-Calédonie, était traduit. Donc on a un réel souci sur qui on est, comment on fait et comment on construit l'avenir de ce pays. Des questions qui restent en suspens. Daniel Oshida, vous peut-être réagir à ce que la réponse de Nicolas Mesdorf tout à l'heure? Oui, absolument. Allez-y. Moi, je suis là pour porter la voix des entreprises et la voix de la société civile. Donc, je veux préciser un peu ce que je disais tout à l'heure. Oui. Il y a un impératif, c'est relancer l'économie de ce territoire. Et on le voit bien. Il y a 2 axes majeurs. Je profite de la présence de M. Mesdorf pour déjà lui donner ce qu'attendent les entreprises. Aujourd'hui, il y a une relance. Alors, il y a 2 axes de travail. Une relance immédiate de l'économie. Donc là, il va falloir trouver les moyens de relancer l'économie immédiatement par un plan de relance immédiat, notamment au niveau des investissements publics. Alors, je sais que les budgets sont serrés, sont contraints, etc. Mais il faudra trouver une solution. Et je regrette d'ailleurs que le Premier ministre ne reçoive pas parce qu'il n'a pas le temps, parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu lui dire. Peut-être par un grand emprunt, je ne sais pas, par des grands travaux que la France ferait à la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'être relancée. Je vous disais tout à l'heure que hors secteur nickel, nous étions en récession. Et il y a un plan, c'est comme le RUAM, il y a des besoins immédiats de financement. Et à terme, à moyen terme, à long terme, il faut changer de gouvernance, il faut changer de modèle économique. On voit bien que notre modèle économique actuel, basé sur le tout nickel, suradministré, beaucoup de dépenses publiques, 500 milliards de dépenses publiques, a vécu. Il est à bout de souffle. Il faut inventer un nouveau modèle. Mais effectivement, ce nouveau modèle, il passe par des réformes importantes, des réformes structurelles, et c'est pas demain, au lendemain du référendum, qu'on va le faire. Mais il faut garder ça en ligne de mire, car les entreprises, elles ont besoin, pour se développer, un investisseur, quand il investit, il a besoin de lisibilité et de visibilité. Donc on attend de nos politiques qui nous disent dans quel genre de société ils veulent nous emmener. Et à partir de ce moment-là, les investisseurs seront rassurés. Vous voyez, je pense que le meilleur exemple, ce sont l'exemple des usines. Les usines, même avec le meilleur nickel du monde qu'on a dans nos terres, quand elles se sont installées, les usines ont dit, oui, on s'installe, mais à condition qu'on ait la stabilité fiscale. C'est-à-dire qu'on ne nous change pas les règles du jeu toutes les 5 minutes. À cette condition-là, on s'installe. Eh bien, c'est pareil. Pour un petit investisseur, c'est pareil. Le petit investisseur a besoin de savoir où le politique veut le mener et qu'on ne change pas les règles du jeu. Qu'une fois pour toutes, on lui dise, voilà, la fiscalité des entreprises, la fiscalité individuelle, la fiscalité des investissements, ça sera celle-là. Et on n'en bougera pas pendant longtemps. Et c'est qu'à cette condition qu'on pourra développer ce territoire et surtout sortir du nickel, faire du hors nickel, parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout le monde tablait sur l'installation des 2 nouvelles usines. Or aujourd'hui, nos 3 usines perdent de l'argent. Et aujourd'hui, le seul intérêt des usines, c'est qu'elles pourvoient des emplois. Alors ça, effectivement, on peut le reconnaître, le pouvoir des emplois, donc elle participe aux cotisations sociales, à la protection sociale, mais elle ne génère rien en termes de recettes pour le territoire. Donc aujourd'hui, il y a, comme dirait l'autre, un bug, parce que ces usines, on en attendait beaucoup, mais avant qu'elles produisent des recettes pour le territoire, il faudra attendre encore longtemps. Donc profitant de ça, pour développer une économie hors nickel, il faut mettre le paquet. On a parlé du numérique, des énergies renouvelables, etc. Il faut y aller, parce qu'on ne peut pas continuer. Ce modèle économique est à bout de souffle, suradministré, avec une administration, je vous répète le chiffre, 500 milliards de dépenses publiques, c'est énorme. Et de tout nickel. Il faut absolument faire autre chose.
Je vous ai vu quand même réagir. Le chiffre de 500 milliards n'est pas très juste de Daniel Ochida, à moins qu'il ait pris les 50 dernières années cumulées, mais je ne pense pas. Alors, pour rester sur le thème de la soirée, parce que on fera un débat sur le développement économique avec Daniel Ochida plus tard. Juste une précision, M. Mesdorf. Les dépenses publiques, elles concernent aussi la protection sociale. Hein. C'est un ensemble des dépenses. Hein. Ce n'est pas que l'administration. Hein. À l'intérieur, il y a la protection vous avez sociale. dit la suradministration. Ah ouais, non. La dépense publique, dans son sens, c'est avec la protection sociale. Bien sûr. Pour faire un parallèle avec le sujet qui nous intéresse ce soir et qui intéresse sûrement les téléspectateurs qui nous regardent, c'est de dire, au lendemain du référendum, on peut encore s'émanciper au sein de la République. C'est le gage que nous, on veut mettre en avant avec les indépendantistes pour se retrouver autour de la table pour préserver la paix et donc le développement économique. Qu'est-ce qu'on peut faire encore dans notre pays? Daniel Ochida en a parlé et je suis content qu'il suive le programme de Calédonie Ensemble. Il parle de souveraineté économique. Comment créer de la richesse intérieure au pays? C'est-à-dire on a un déficit annuel de 100 milliards de francs, on exporte pour 165 milliards de biens et services, enfin de biens principalement parce que c'est 98% du nickel, et on importe pour 265 milliards de biens et services, ça fait un déficit de 100 milliards. Est-ce que la Calédonie de l'après-référendum peut essayer de combler ce déficit en créant une richesse intérieure, en soutenant les petites et moyennes entreprises et l'industrie locale, certainement. On parlait de la souveraineté énergétique, comment développer les énergies renouvelables, parce qu'on importe encore aujourd'hui 70 milliards de fuel et de charbon, alors qu'on a du soleil, de l'eau et du vent. On peut produire l'électricité de la distribution publique avec tout ça. Et la souveraineté alimentaire qui m'est chère, bien sûr, comment nourrir les Calédoniens avec la propre production locale calédonienne. Donc voilà, on a des souverainetés utiles, des indépendances utiles plutôt que l'indépendance institutionnelle. Et c'est de ça dont il faut discuter aussi avec les indépendantistes pour continuer notre émancipation au sein de la République. On fera un débat économique sur très bien, j'ai vu l'exercice et vous en êtes pas mal sortis. On va tout de suite retrouver Jamie Waimo. Avant ça, je remercie Daniel Ochida d'avoir accepté notre invitation et d'avoir lancé ce débat. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous invite à inviter plus souvent la société civile et les entreprises. On le fera. Avec le gouvernement, du coup. Et on le fait déjà. Il a des choses à dire. Jamie, on te retrouve sur le plateau. Olé, merci Falaï. Donc il y a eu un beau petit débat économique, de belles perspectives qui s'annoncent pour les prochaines éditions sur Calédonia. Nous sommes à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Calédonia a posé ses valises depuis jeudi afin de vous permettre d'être au cœur du référendum et de suivre les coulisses de ce scrutin. Je vous rappelle que le taux de participation à 17h est de 73,68%. Et regardez ces images derrière moi. Ça donne déjà des petites indications parce qu'on est à Canala. Et là, le oui a l'air d'être devant. Et c'était l'inverse à Wegwa. On l'a vu il y a quelques minutes. Alors voilà, ce sont des résultats très partiels. Ça ne veut rien dire. Mais ça donne envie de savoir et de connaître la suite finale de ce scrutin. Et ce sera sur Calédonia. Il y a du côté du secteur collecte des résultats qui vont peut-être vous être annoncés dans quelques minutes, les résultats des premières communes, probablement les petites communes qui ont l'habitude de vite donner le résultat du dépouillement. Les équipes sont toujours mobilisées sur le terrain, nous le retrouverons plus tard, dans quelques instants également, pour connaître le résultat des dépouillements. Nous n'avons pas encore de résultats, mais comme je vous le disais, il semblerait que Farino risque de vous dévoiler les résultats de ce scrutin. Et on va y aller directement avec Sarah, qui est en ce moment même, avec Clémence, est en train de réaliser l'infographie. Et donc, on voit, voilà, le chiffre, avec Élise là-bas qui apporte les résultats. Vous le découvrirez en direct sur Calédonia dans quelques secondes. Restez avec nous. Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Oui ou non? Nous le saurons ensemble tout au long de cette soirée référendaire. Au niveau des tweets, il y a le consul d'Australie en Nouvelle-Calédonie, Paul Wilson, qui a réagi face à la forte mobilisation des Calédoniens. On va se diriger vers Stéphanie.
Steph, est-ce que tu confirmes mes propos? Oui, tout à fait. Alors, le consul général d'Australie en Nouvelle-Calédonie a tweeté justement. Il a dit, quel que soit le résultat, félicitations aux Calédoniennes, aux Calédoniens partout dans le pays pour s'exprimer ce jour historique. Nous avons également une petite anecdote qui nous vient donc d'un de nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes qui se trouve en fait sur Yingen pour le dépouillement. Alors, il nous dit, donc c'est Charlie René, il vient d'y avoir 2 bulletins non d'affilée à Yingen au milieu de la marée de oui. Je vous mens pas, le bureau a eu un haut le cœur audible. Merci Stéphanie pour ces 2 tweets. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça donne envie par rapport à ce tweet de Yingen, ça donne envie de connaître, de savoir un peu plus sur les résultats. Comme je vous le disais, les résultats qui devraient arriver dans quelques minutes. Et voici le premier résultat, il est arrivé. Je vous le donne, un résultat qui nous vient de la commune de Farino. Voilà, je vais vous le donner en attendant le visuel image. 47 voix pour le oui et 465 voix pour le non. Élise, tu me confirmes? 47 voix pour le oui et 465 pour le non. Donc, à Farino, le non l'emporte sur le oui. On va convertir tout cela en pourcentage pour vous donner un résultat final sur l'ensemble du pays. Merci la collecte des résultats. Merci Clémence, merci Sarah, merci Stéphanie, Jocelyne. On l'a annoncé tout à l'heure. On va voir un peu comment ça se dessine du côté de Fly. Et vous pouvez voir à l'arrière de l'écran l'arrivée du président de la province sud, Philippe Michel, accueilli par Margot qui va devoir passer du côté du maquillage avant de recevoir les invités sur le plateau en compagnie de Falaï Wedge. Alors du coup, Fly, comment ça se passe? Non, ça se passe. Je ne suis pas habitué trop à l'exercice, mais bon, on essaye de suivre. Allez, on va regarder le dernier dessin de notre invité surprise. On le voit, la presse internationale déçue. La vache, c'est calme. T'es sûr qu'on ne s'est pas trompé de pays? Non, c'est bien ici. Vous vous êtes juste trompé d'époque. Merci, Fly. On reviendra te voir tout à l'heure pour un nouveau croquis. Donc, je viens de vous l'annoncer. On vient d'avoir le résultat de la commune de Farino. Le non l'emporte largement sur le oui. Des résultats qui seront commentés par Falaï Wedge et ses invités sur le plateau. On va tout de suite retourner vers vous, Chérifa Alinissa. Je lisais mes petites notes. Peut-être par rapport avec la différence de positionnement avec le MEDEF. Alors, différence de positionnement, non, c'est une évidence que les entrepreneurs, ce qu'ils attendent, c'est d'entreprendre, donc d'avoir une visibilité sur le développement économique. Ensuite, notre organisation patronale, la CPME, elle a toujours défendu l'économie locale, l'économie réelle, d'être en priorité. Là où je partage certains points, c'est que l'administration a des fois du mal à comprendre que favoriser les entreprises locales au lieu d'aller chercher à l'extérieur du pays, c'est aussi participer justement à ce développement. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le nickel a pris le dessus, c'est que les autres leviers de croissance économique qu'on souhaite, nous, et qu'on appelle de nos voeux, ne sont pas encore mis en place et que la politique, elle a un rôle fondamental de promouvoir en priorité les entreprises localement. Donc on a encore des vieux schémas qui perdurent, mais aujourd'hui on a des compétences, on a des entrepreneurs dynamiques qui ont juste besoin d'avoir une vraie orientation et de favoriser l'investissement en Nouvelle-Calédonie. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des entrepreneurs qui ont plus d'envie d'investir à l'extérieur du pays, alors que la priorité, c'est de favoriser l'investissement en interne. Donc là où je ne partage pas, moi je ne suis pas une habituée de l'attente de la subvention. Je trouve que le pays a suffisamment de richesses pour se prendre en main et créer sa propre fiscalité, sa propre autonomie. Donc, c'est pas en ayant des subventions à outrance qu'on développe en fait cette économie. Et puis, on a bien vu que les difficultés de ceux qui attendent la subvention est beaucoup plus complexe que ceux qui créent leur propre richesse. Mais aujourd'hui, on a un vrai enjeu sur le fait que si on n'accompagne pas ce tissu économique, on ne pourra pas compenser. Donc, c'est à nous de mettre le standard en fait où on veut.
de façon à donner ces équilibres. Je pense qu'on s'est vraiment trop tourné sur la France et sur l'Europe, alors qu'on a les pays à côté, sur lesquels on commence à peine à faire des relations économiques et on a perdu le coche. Et pour le coup, c'est plutôt le FLNKS qui a ouvert la voie en fait des relations avec les pays du fer de lance, et c'est une vraie opportunité. Donc aujourd'hui, si on veut construire, il faut qu'on prenne de la hauteur, il faut qu'on se... je l'ai souvent dit, mais on attend maman la France ou papa l'Europe. Mais si on veut être grand et être autonome, et ben ça commence aussi par se responsabiliser sur les enjeux qui sont majeurs, puisque un pays qui est stable, c'est un pays qui offre de l'emploi, une sécurité, un logement, enfin le minimum qu'attendent en fait les citoyens ou n'importe quel citoyen dans n'importe quel pays. Donc c'est bien aux politiques aujourd'hui de favoriser ces échanges commerciaux, de pas forcément aller à l'autre bout de la planète pour ces échanges, et ça permettra aussi d'augmenter nos cahiers de commandes. Chef d'entreprise, ce qu'il a besoin, c'est de visibilité et qu'on remplisse son cahier de commandes. Donc si on commence déjà à se faire confiance, parce qu'on a un vrai problème de confiance dans les entreprises calédoniennes, si on commence déjà par faire ça, on arrivera à sortir une fiscalité qui est beaucoup plus pertinente. Alors, on le voit sur l'écran, les résultats à Farino, 91% pour le non et 9% pour le oui. Un commentaire, Nicolas Mesdorf, avant de nous quitter. C'est un résultat classique pour la commune de Farino, ça vous étonne pas donc. Qui est une commune non indépendantiste depuis toujours. Je crois qu'il y a une grosse participation, 400 voix en faveur du non contre 40 en faveur du oui. Donc c'est un bon résultat pour les partisans de la France, mais c'était attendu de la part de Farino. On accueille également notre invité, Victor Tutugoro. Bonsoir. Vous étiez la journée, vous avez dû voter peut-être à Ponériouin? Ça a été une longue journée pour moi. Et en fait, hier, j'étais avec les observateurs du Forum des îles du Pacifique sur Koné. Et donc ce matin, je suis parti de Koné pour aller voter à Ponériouin. Bureau de vote de Monéo, c'est là où je vote, pour ensuite revenir sur Nouméa, où je suis arrivé cet après-midi aux alentours de 16 heures. C'est une longue journée, oui. Premier élu indépendantiste invité à être sur le plateau ce soir. Vous avez vu peut-être le taux de cette forte mobilisation dans la journée? Je me doutais déjà qu'il y aurait de la mobilisation, puisque donc ce matin, j'ai fait la route sur la côte Est. Et j'ai jamais vu autant de mobilisation des gens qui faisaient la queue, même en tribu, dans les bureaux de vote en tribu. Il y avait des attentes, des files d'attente. Et donc, on s'est dit que oui, il y aura une forte mobilisation. Je crois que ça tourne aux alentours de celle de 98. On est à peu près dans les mêmes pourcentages ce soir, peut-être un petit peu plus, puisque les chiffres qui étaient donnés, c'est aux alentours de 16-17 heures. Donc peut-être à 18 heures, les chiffres ont davantage. Donc c'est cela, 73, c'était à 17 heures. C'était à 17 heures. Donc voilà. À 18 heures, on pense que ça aurait... Voilà. Le comptage. Nicolas Metzoff, on va vous remercier pour accepter notre invitation. Peut-être avant de partir, la suite de votre programme, parce que c'est pas fini pour vous. Non, on se rejoint Calédonie Ensemble à notre QG, un QG de campagne, pour suivre les résultats et discuter entre nous de la suite à donner, et notamment les discussions à entreprendre avec le Premier ministre et les partis indépendantistes, parce que demain... il va falloir bâtir la Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble de la population, toujours avec le dialogue et le respect des convictions de chacun. Ce que je voulais finir par dire ce soir, et je profite de la présence de Victor, c'est que je salue d'avance la campagne qu'a menée aussi le FLNKS, une campagne de respect, de dialogue et d'apaisement. Et donc c'est ce qui a permis aussi, un jour comme aujourd'hui, de se dérouler dans la sérénité, parce que je crois que les partis politiques en responsabilité ont appelé à un vote en fonction de leurs convictions, mais aussi à un vote qui soit dans le respect des convictions de chacun. Et donc je crois qu'on a déjà réussi cette première étape,
reste plus qu'à réussir la deuxième. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chérifa Inossié, merci également d'être venu. On va poursuivre peut-être avec Pierre-Christophe Pons, pardon, sur ces résultats de la commune de Farino, 91. Bon, effectivement, on est au début de la soirée électorale. Oui. Je crois qu'il faut être extrêmement précautionneux avec les premiers résultats qui tombent. C'est sûr que, comme d'habitude, c'est Farino qui rend le premier sa copie. Les résultats, comme le disait M. Metzdorf, étaient attendus, très favorables à la France, en tout cas au non à l'indépendance. C'est avec une petite minorité, quand même 9%, c'est quand même un peu plus que les élections provinciales de 2014. Donc on est sur des très petits effectifs. Il faut être extrêmement vigilant à ne pas surinterpréter ces résultats. Mais en tout cas, comme on le disait, ce qui est positif, au-delà même des résultats, c'est la forte mobilisation où que l'on soit en Nouvelle-Calédonie. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai qu'il sera intéressant de regarder effectivement dans les îles comment s'est comporté finalement l'électorat des îles en matière de participation et également en matière peut-être de résultats. Monsieur Tutugoro, cette forte mobilisation, vous pensez que ça pourrait contredire les derniers les sondages? Peut-être resserrer peut-être les résultats? Alors nous, l'un des messages que l'on a passé, c'est de combattre l'abstention. 2014, dans l'ensemble du pays, on a eu autour de 40-42 000 abstentions. Et notamment, nous, en Province-Nord, un chiffre de 12 000. Et donc, on a fait de l'abstention, on a ciblé, pour que les gens aillent davantage voter. Je crois qu'au vu des résultats de ce soir, c'est déjà une réussite. On peut saluer la participation des Calédoniens dans leur ensemble. 73% à 17h, c'est un très bon chiffre. Et donc voilà, je crois que maintenant il faut attendre les résultats. Pour Farino, par exemple, j'étais en train de consulter mes notes. 2014, Farino, c'était 5%. Aujourd'hui, c'est 9%. Donc, là encore, dans une commune non indépendantiste, le vote indépendantiste a augmenté. Voilà. Je le note au passage, même si ça ne veut rien dire sur la globalité, mais voilà, c'est une avancée. Mais je crois que d'une manière générale, on peut saluer déjà ce soir la mobilisation des Calédoniens dans leur ensemble. Le peuple calédonien a répondu présent au rendez-vous qui lui était posé. Voilà. Deux invités nous ont rejoints. Christopher Gigès, bonsoir. Cette journée, vous l'avez vécue comment ? Tout d'abord, j'étais assesseur attendu, donc ça m'a permis de voir exactement, moment par moment, le déroulement du vote qui s'est bien passé, comme toute cette campagne qu'il faut saluer dans un calme exemplaire. J'entendais Nicolas Metzdorf juste avant qui disait que justement on s'était respecté pendant cette campagne. Je pense que ça doit le continuer après. Et finalement, c'est un jour historique pour la Nouvelle-Calédonie, car les Calédoniens vont décider de leur avenir, et ils ont décidé de leur avenir quand on voit le taux de participation qu'on peut saluer. C'est leur choix, ça va être vraiment leur choix, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas leur voler, ce choix leur appartient et c'est une bonne chose pour la suite de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Philippe Michel, bonsoir. Bonsoir. Votre journée également ? Pareil, une journée où on a pu constater que tout se déroulait sans aucun incident notable nulle part, ce qui est une bonne chose. Une journée où on a pu constater dès l'ouverture des bureaux de vote qu'il y avait une affluence comme on n'avait jamais vu. Je ne pense pas qu'on ait encore les chiffres totaux de participation, mais au total, on va dépasser, j'imagine, les 80%, ce qui est absolument historique. Finalement, à un rendez-vous historique, le peuple calédonien a répondu de manière historique. Et donc voilà, ces deux éléments, une mobilisation absolument unique
et un scrutin qui s'est déroulé dans le plus grand calme et sans le moindre incident, au moment, je le rappelle, où on avait donc une mission d'observation de l'ONU, une mission d'observation du Forum des îles du Pacifique, 250 magistrats et hauts fonctionnaires venus de métropole, au moment où on est sous l'œil des caméras du monde entier, hein, il faut saluer cette mobilisation, ce sens des responsabilités des Calédoniens. On a eu un chiffre là avec Farino, 91%, c'est pas... C'est pas super représentatif, oui. Farino, c'est la plus petite commune du pays, donc... mais bon, de ce que j'ai entendu de ci, de là, on est... C'est pour ça qu'on a les résultats en premier. On sera sûrement au-delà des 80%, ce qui n'est jamais arrivé. De participation, pardon. Ce qui, à ma connaissance, n'est jamais arrivé. Alors, justement, on parlait de cette campagne sereine et dans le calme. Pourquoi, en fait, ça étonne que cette campagne elle soit sereine? Parce que jusqu'à maintenant, ça a été assez calme. Du coup, on se félicite de cette sérénité, mais... Moi, je dirais que c'est calme parce que ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 30 ans. Et au cours de ces longues années, on a appris à se connaître, à s'apprécier, à faire les choses en commun. Et donc, à construire la Calédonie ensemble, à se parler. Parce que le drame, c'est que dans ce pays, c'est qu'avant, on ne se parlait pas beaucoup. Mais même aujourd'hui, je trouve qu'on a du mal encore à se parler davantage. On aurait peut-être mieux. Mais voilà, je pense que c'est aussi le résultat de ces longues années de travail en commun. On a appris à se respecter, on a appris à respecter les argumentaires et les programmes des uns et des autres. Et je pense que c'est peut-être le fait aussi qu'il y a 2 autres référendums qui sont prévus. Est-ce que c'est pas la première fois que... C'est peut-être parce que c'est la première fois que les Kanaks parlent aux Européens, enfin, ou d'autres communautés. On en a parlé tout au long de ces 30 ans, hein, c'est pas... Mais on a beaucoup, dans ces années, parlé en termes de perspective, en termes de règlement des difficultés qui pouvaient se poser aux habitants du pays, que ce soit dans nos provinces respectives comme dans le cadre global de gouvernement. Et je pense que c'est le résultat de ce travail-là qui fait que les gens sont quand même mesurés. Hein? On peut être très fervent de tel ou tel, mais la manière de les exprimer, c'est très mesuré et bon, voilà. On parle de moments historiques, de mobilisation historique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais quand même, ça a pris du temps quand même à que les gens aient de l'intérêt en fait pour ce vote. Au début, c'était pas forcément dans les esprits. Alors, ce référendum, il est annoncé de longue date, oui. Donc c'est une surprise pour personne. Nous, on a fait 7 mois de campagne, 130 réunions partout, dans les habitations en ville, dans les villages, dans les tribus. Et même si effectivement il n'y avait pas beaucoup d'effervescence, moi j'ai trouvé des Calédoniens très attentifs aux enjeux du référendum, parce que tardive quand même. Oui, mais ce dont il faut se féliciter, c'est effectivement ce sens des responsabilités des uns et des autres, parce que c'était quand même pas totalement gagné face à un enjeu aussi lourd et aussi décisif que celui-là. On pouvait craindre des dérapages, des expressions un peu trop virulentes qui appellent des réponses, etc. Quand on a vu les avatars du groupe de dialogue autour du haut-commissaire à la demande du Premier ministre, avec donc des groupes politiques qui se sont inscrits, puis qui sont repartis, puis qui sont revenus, puis qui sont repartis, on pouvait craindre que tout ça dérape. Quand on a vu la position du Parti travailliste qui appelait purement et simplement au boycott de la consultation, on pouvait craindre
donc une fin de campagne un petit peu agitée. Et le constat, c'est qu'effectivement, ça n'a pas du tout été le cas. Et comme l'a fait Nicolas Metzdorf tout à l'heure, moi je tiens à saluer le sens des responsabilités des différents mouvements politiques et singulièrement du FLNKS dans cette affaire, parce que on aurait pu assister à une campagne plus passionnée. Voilà. Or, ça n'a pas été le cas, et je pense que ça a donné le là aussi pour l'ensemble des électeurs. On avait 250, 260 bureaux de vote. À ma connaissance, il n'y a eu aucun incident nulle part. C'est assez remarquable pour être souligné, parce que les précédents référendums, alors on n'en a pas fait beaucoup, mais celui de 87, tout le monde se souvient qu'il ne se présentait pas du tout dans la même configuration. Il faut se féliciter donc de cette expression démocratique responsable. Oui, tout à fait. Je vous ai vu réagir, Pierre-Christophe Pantz, à un moment donné. Sûr, pardon. Alors, je vous ai vu réagir, mais je sais pas vraiment, peut-être par rapport à cette campagne où on aurait pu peut-être, ça aurait pu déraper. Oui, effectivement, mais je crois que, comme le disait M. Tutugoro, à un moment donné, ça fait quand même 30 ans qu'on s'attend à ce moment-là. Les gens ont appris à vivre en paix et puis dans la stabilité politique. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait autre chose au lendemain du 4 novembre. Donc, au final, c'est vrai que les débats se sont totalement dépassionnés. Ce qu'on constate, c'est que ça aurait pu s'accompagner d'une démobilisation politique. Au contraire, on constate que pour ce référendum-là, il y a eu une vraie mobilisation. Est-ce que les élections provinciales, les élections locales qui suivront transformeront l'essai? Ça, on le saura dans quelques mois. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait eu à la fois une pacification des débats, quelque chose d'un peu plus constructif et en même temps une mobilisation. Christopher Gigès, tout à l'heure, Victor Tutugoro disait que le dialogue a été difficile avec les non-indépendantistes. Ça a été... Vous êtes d'accord? Non, le dialogue, il existe toujours dans des cadres où c'est des instances de dialogue comme le comité des signataires. Je ne rentrerai pas sur la polémique sur le groupe sur le chemin de l'avenir qu'a lancé Philippe Michel. Ce n'est pas ce soir pour parler de ça. Moi, je vais avoir une pensée particulière ce soir pour deux hommes qui nous ont emmenés là, qui sont Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchébaou. C'est-à-dire que je rejoins Victor Tutugoro. Finalement, ça s'est bien passé cette campagne, car on a eu 30 ans de paix et on a eu des hommes qui ont su conclure la paix, malgré leur camp parfois, et ça, il faut le souligner. Et on a réussi à avoir une campagne où on s'est respecté les uns et les autres avec dignité. On a réussi à parler, et j'espère que ça sera comme ça par la suite. Ça a été une campagne qui a été... Finalement, on l'a commencé en décembre dernier en sortant un livret pour aller expliquer l'enjeu d'une indépendance aux Calédoniens. On a été également dans chaque tribu, aux îles Loyauté sur la côte Est, pour expliquer ça. Et j'ai senti, moi, des gens qui, finalement, étaient intéressés par leur quotidien, préoccupés de ce qui est passé. Il y a des gens qui nous ont dit on est indépendantistes, mais on est en capacité de voter non à l'indépendance parce qu'on n'est pas prêt à abandonner, finalement, la qualité de notre quotidien. Et ça, il faut également l'entendre. On a eu des débats passionnants et passionnés, mais toujours dans le respect avec les indépendantistes. Et moi, je tenais à saluer également la récente déclaration du Sénat coutumier, qui, à quelques jours du vote, a apporté beaucoup de sérénité à ce vote. C'est des déclarations qui sont louables et sur lesquelles il faut se baser pour continuer le dialogue après ce référendum.